qui est nécessaire quand je suis en train d'interagir et de développer pour ce logiciel. Et finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la taille totale du logiciel et du système d'information dans lequel il se trouve. Puisque mécaniquement, en fait, 20 composants, c'est encore assez sympa. On se retrouve quand même dans certains logiciels avec cette sensation où si jamais on rate un truc, on est noyé instantanément par la quantité d'informations et de logique qu'il faut garder en tête pour éviter de faire des conneries quand on est en train de développer. Alors en fait, cette problématique liée à la quantité de modules qu'il faut garder en tête, elle rejoint en fait un autre élément qui est l'interdépendance entre ces modules. Assez mécaniquement, des modules qui ont une forte interdépendance, ce que l'on qualifie de couplage dans le développement, vont obliger à garder leur contexte commun en tête pour pouvoir travailler. Et le deuxième problème que l'on a derrière ces questions en fait, d'interdépendance, c'est que si l'interdépendance est forte et qu'il y a un morceau du logiciel qui a envie de mourir, vous avez en fait l'intégralité du logiciel, voire l'intégralité du système d'information qui a envie de mourir avec. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a énormément de projets qui sont dans cette situation. Alors que, in fine, un logiciel, il ne faut pas oublier qu'il a un cycle de vie, et dans ce cycle de vie, la fin, ce n'est pas la TMA, c'est sa mort. Et c'est important, en fait, vraiment, de se remettre dans des situations où on peut s'autoriser à faire mourir des parties d'un logiciel parce que tout simplement, ils ne correspondent plus à l'usage et aux besoins du logiciel. Comme ça, ici, on a un joli carré violet qui arrive. Donc, cette très rapide introduction pour effectivement parler de la complexité. Et avant de continuer, un très très rapide rappel, c'est qu'il est très très intéressant quand on parle de complexité aussi de bien visualiser qu'elle est elle-même composée de 3 grands types de complexité. Vous avez ce que l'on va qualifier de complexité essentielle du logiciel. La complexité essentielle du logiciel, c'est la complexité nécessaire au logiciel, puisque c'est la complexité de son métier. Et là, on sent bien, pour prendre un exemple extrêmement trivial, qu'une addition est plus simple qu'une multiplication, ou que faire la racine carrée. Voilà. Ce sont des problèmes qui ont des complexités essentielles différentes. La problématique, c'est que dans le logiciel, si on n'exprime que la complexité essentielle du problème, le logiciel ne sert pas à grand-chose. Donc généralement, ce que l'on va avoir par-dessus, c'est cette question de la complexité obligatoire. C'est la complexité que l'on amène afin que le logiciel puisse servir à quelque chose. Si vous êtes dans le cas où vous devez proposer un logiciel via le web, vous avez une complexité obligatoire qui est liée par le fait de devoir gérer le protocole HTTP. Si vous ne le gérez pas, votre logiciel ne sert à rien. Donc ces 2 grands types de complexité sont les complexités utiles au projet. Et donc mécaniquement, tout ce qui arrive par-dessus, c'est ce qu'on va qualifier de complexité accidentelle. C'est toute la complexité qui s'est retrouvée dans le logiciel alors qu'elle ne devrait pas être là. Et ce qui est génial, c'est qu'on est une industrie où dans certains cas, on s'est fait une spécialité d'augmenter cette complexité accidentelle le plus possible. Et il y a un vrai problème en fait avec l'augmentation de la complexité. Et c'est un problème en fait que j'aime bien rappeler quand notamment je vois des tutoriels, etc., du style recoder Twitter en 2 heures. Le problème de ces tutoriels, c'est que si on pouvait vraiment recoder Twitter en 2 heures, Twitter aurait beaucoup plus de concurrents à l'heure actuelle qu'ils n'en ont réellement. Et en fait, la problématique derrière la plupart de ces tutoriels, c'est qu'en fait, ils ne prennent pas forcément en compte, alors bien sûr, au-delà de l'aspect mécaniquement, on va dire marketing, pour attirer le chaland, mais la réflexion derrière vraiment qu'il faut avoir, c'est qu'on a une certaine tendance à visualiser et à penser la complexité comme étant un système linéaire. C'est-à-dire j'ai une pente, et quand j'ajoute de la feature,
j'augmente d'autant au niveau de la pente la complexité du logiciel. La problématique qu'on a, c'est qu'en réalité, la complexité va avoir une tendance à être plutôt polynomiale. Et pour se représenter en fait cette question, c'est intéressant d'aller prendre des exemples, et ça c'est un exemple que je pique à Alan Kay, qui a fait une très très belle conférence dédiée justement à la question de la complexité, où il va exprimer la complexité en parlant effectivement du bâtiment. C'est-à-dire que construire une niche, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui. On lui donne des planches, des clous, un marteau, une scie, il va à peu près y arriver. Les techniques impliquées pour la construction de ce type d'ouvrage sont assez simples. Si on arrive au cabanon de jardin, bon, normalement la même personne devrait encore réussir à avoir quelque chose qui tient debout. Finalement, les techniques et les pratiques impliquées sont les mêmes. Avec des planches, une scie, un marteau et des clous, on peut réussir à avoir un cabanon de jardin qui tient debout. Par contre, si on monte sur des ouvrages où la complexité est plus importante, personnellement, un mec qui me dit qu'il a été capable de monter son cabanon de jardin, je ne rentre jamais dans un immeuble qu'il aurait construit lui-même. Parce qu'on sent bien en fait que les outils, les pratiques n'ont plus rien à voir. Et notamment parce que la complexité obligatoire de ce genre de système, elle augmente à un niveau démentiel. Puisque là, vous devez commencer à vous poser des questions comme comment est-ce que j'ai de la pression au niveau de mon alimentation en eau? Comment j'évacue des gens en cas d'incendie pour éviter qu'ils ne brûlent vifs dans le bâtiment? Comment est-ce que je gère des flux de personnes pour potentiellement des milliers de résidents? Et ça, mécaniquement, ce n'est pas des questions que vous avez quand vous construisez un cabanon de jardin, et heureusement. Et la problématique qu'on a en fait dans pas mal de systèmes informatiques, c'est qu'on a des gens qui ont les pratiques et les outils de cabanon de jardin qui essayent de construire des gratte-ciel. Et pour terminer là-dessus, alors c'est une définition qui n'est pas physiquement juste. J'ai pris la définition de l'entropie, on va dire un petit peu dans son sens commun. Tendance naturelle d'un système à se désordonner. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, nos logiciels, nos codes sources sont eux aussi soumis à une entropie du logiciel qui a la chance d'être accélérée par la complexité en fait de ces systèmes. Et donc là, on voit bien en fait que cette problématique de la complexité, elle est essentielle au sein du code source, puisque c'est elle qui non seulement va faire péricliter le logiciel en tant que tel, mais c'est aussi elle qui va accélérer la baisse de qualité que l'on va retrouver dans celui-ci. Et afin de faire un petit peu de teasing, donc très souvent ici, une des réponses qu'on me donne, c'est on n'a qu'à faire du microservice, ça permet de garder des modules d'une certaine taille. La problématique des microservices, c'est que vous avez une certaine complexité qui est liée à la gestion des tuyaux. Et je fais du teasing puisque ça, par contre, j'en parlerai juste après dans cette salle, donc dans la présentation qui va suivre. Pour clôturer un peu tout ça, quelques rappels assez simples. Là, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'il y a, on va dire, une bonne pratique qui est très très souvent décrite dans notre industrie qui est d'être dry. Don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Et on va se mettre dans une situation où, de manière complètement hypothétique, j'avais un système de facturation et un système de gestion de stock. Mes factures, elles avaient des lignes de facture. Dans ces lignes de facture, j'avais des produits. Dans mon gestionnaire de stock, j'avais des catégories. Et dans ces catégories, j'avais des produits. Et vu que là, on s'est senti très très intelligent sur le moment, on a fait ça. On s'est dit, vu qu'on a un produit qui est commun à la gestion de stock et à nos factures, on n'a qu'à mettre ce produit dans notre facture. Et on s'est senti très très intelligent pendant environ une dizaine de jours, puisqu'en fait, les mecs de l'inventaire, là,
ils ont changé le prix de produit. Et donc on s'est retrouvé avec toutes les factures qui avaient été générées, qui n'avaient plus les bons montants. Et là, vous avez un département comptable qui est légèrement énervé. Alors, pour vous donner une idée, ça a été 700 factures à reprendre. On a eu de la chance, c'est qu'on les générait aussi au format PDF. Donc en fait, on a sorti tous les PDF et on a redonné à la compta les PDF en leur disant vous n'avez plus qu'à ressaisir en fait tous les prix unitaires. C'est pas le jour où on s'est fait des amis dans l'entreprise. Et tout ça en fait parce qu'on avait effectivement essayé d'appliquer le don't repeat yourself. Mais on avait en fait appliqué le don't repeat yourself en fait de manière un peu sans réfléchir et sans se rendre compte en fait qu'on avait couplé deux éléments qui avaient le même nom mais qui portaient pas du tout en fait la même intention ni la même idée en fait. Dans un cas, j'avais un produit de facture, c'est quelque chose en fait qui n'a plus de cycle de vie, c'est quelque chose il a été voilà, on a vendu ce produit à un instant T. Donc il n'est plus censé effectivement évoluer. De l'autre côté, par contre, j'ai des produits qui se trouvent dans de l'inventaire. Donc mécaniquement, là, je suis en face de choses qui ont un cycle de vie, qui vont être changées, qui vont effectivement être mutées. Et très très souvent, en fait, on se rend compte qu'on a parmi les pires bugs qui existent, qui viennent en fait de cette fusion d'éléments qui vivent dans des contextes métiers différents, qui ont donc des cycles de vie qui n'ont pas grand-chose à voir, qui ont finalement en fait du fonctionnel qui n'est pas commun, et comme de gentils petits soldats, on se dit, vu que ça a le même nom, on va les merger. Et très très souvent, dans un système qui a un certain âge, vous avez un cas comme ça que j'adore, c'est l'objet user. Très souvent, l'objet user, il est devenu énorme, et c'est le truc qui vous couple tout l'applicatif. Tout le monde a peur d'aller toucher à ce truc-là parce qu'ils savent qu'ils vont faire vautrer des parties au hasard dans le logiciel, sans que personne réellement ne sache pourquoi. Et ça, tout simplement, c'est parce qu'en fait, à ce user, on lui a fait porter des choses très différentes comme étant l'authentification, comme étant le fait que ce soit un fournisseur, comme le fait que ce soit un client, comme le fait que ce soit un prospect, donc on lui a fait porter des objectifs métiers qui n'étaient pas compatibles entre eux. Et ça, c'est réellement un vrai problème. Enfin, n'oubliez pas que faire simple n'est pas facile et que ce qui paraît complexe n'est peut-être que compliqué. Alors, pourquoi en fait j'aime bien rappeler en fait cette opposition qu'il faut faire entre facilité, simplicité, complexité et compliqué. Parce que dans un cas, en fait, on est face à un ressenti. Le fait qu'on trouve quelque chose de facile ou de compliqué, c'est un ressenti. Et c'est un ressenti très souvent qui est lié à l'expérience de la personne. Quelqu'un qui a de l'expérience avec un certain framework, avec un certain outil, va trouver facile de travailler avec celui-ci et va trouver potentiellement compliqué d'aller travailler effectivement avec un autre. Là où la notion de simplicité et de complexité, ce sont des mesures qui sont beaucoup plus objectives en tant que telles. Une des mesures possibles, c'est le nombre d'interactions que vous avez entre des composants. Et ça, c'est quelque chose qui est assez objectif dans le sens que ça ne va pas dépendre de l'expérience de la personne. Et le vrai risque ici, c'est les gens qui vont mélanger ces deux concepts et vont préférer rester dans la facilité au détriment de la simplicité de la solution. Parce que tout simplement, ils vont souhaiter rester dans ce qu'ils connaissent, dans ce avec quoi ils ont de l'expérience. Et en faisant ça, potentiellement, ils vont complexifier en réalité la solution. On va revenir rapidement à la définition d'origine, parce que je l'aime bien. Et surtout, en fait, dans la première partie, il y a un autre terme qui est assez rigolo. The obligation incurred by a software organization when it chooses an expedient. Ce qui est assez amusant, en fait, c'est que dans la définition d'origine de la dette technique, on a cette notion de choix. On a cette notion que
l'entreprise, l'organisation a choisi de prendre de la dette. Et donc très souvent, en fait, c'est la première question que je vais poser quand j'ai des équipes qui me disent qu'elles ont des problèmes de dette technique. Est-ce que vous l'avez choisi, en fait, cette dette? Est-ce que vous vous êtes mis consciemment dans une situation d'achat de dette? Parce que, en fait, c'est ce que présente cette définition d'origine. C'est ce choix conscient d'acheter de la dette en augmentant la complexité du logiciel. Car en réalité, la dette technique, dans sa définition d'origine, c'est quelque chose de positif. L'idée, c'est de dire, on a besoin d'un time to market plus rapide là, maintenant, donc on va choisir d'augmenter la complexité du logiciel afin de pouvoir aller plus rapidement au contact du marché. Et donc, c'est quelque chose qui est un réel gain pour l'organisation. Le problème derrière, il se pose quand ce terme devient une excuse à faire n'importe quoi. Il ne faut vraiment pas prendre la dette technique comme étant « ça y est, j'ai l'autorisation de faire de la merde dans mon projet ». La dette technique, c'est quelque chose qui se crée avec un degré de qualité extrême. Ça ne veut pas dire je baisse la qualité de mon projet, ça ne veut pas dire je ne teste pas. Ça veut dire je prends un raccourci. Je prends un raccourci dans le fonctionnel, je prends un raccourci dans ma gestion des erreurs, je prends un raccourci dans mes besoins de métrique. Je prends un raccourci au niveau du projet. Je ne suis pas en train de dégrader la qualité de celui-ci. Et surtout, c'est une décision qui est purement business. C'est-à-dire que la prise de dette technique, c'est quelque chose qui se négocie avec le business. C'est-à-dire que le business vient en disant « j'ai besoin qu'on aille plus vite maintenant ». Et en fait, c'est une option qu'ont les développeurs pour dire « ok, on peut », mais est-ce qu'on a le temps de redévelopper cette fonctionnalité? Est-ce qu'on a le temps, dans notre timeline projet, de redévelopper 2 fois ce que l'on s'apprête à faire? Puisque mécaniquement, vu que là, maintenant, pour aller plus vite, temporairement, on va augmenter la complexité, ça veut dire qu'on va devoir revenir sur ce que l'on aura fait et qu'on devra le refaire. Et c'est une décision business, c'est une négociation qui se fait avec les gens qui gèrent le produit. Parce qu'à partir du moment où le business il accepte aussi que les développeurs sont les seuls à même de pouvoir prendre la décision du moment du remboursement de la dette. Un product owner avec qui je négocie un achat de dette, ce qu'il sait aussi, c'est qu'il me donne une carte blanche pour arrêter le développement de nouvelles fonctionnalités quand je le souhaite, parce que j'estime qu'il est venu temps de rembourser cette dette, sinon ça va devenir catastrophique pour le projet. Et ça, le product owner, il ne peut pas le savoir. Et c'est pour ça que c'est un deal business, parce que le product owner, il sait qu'il a acheté le fait qu'on allait redévelopper 2 fois la fonctionnalité. Ok, on a accéléré son time to market. La condition, c'est celle-ci. Parce que si on ne fait pas ça, il y a un aspect en fait extrêmement délétère que j'ai tendance en fait à appeler le subprime de la dette technique. C'est quand on dépasse le 100% d'endettement. Voilà. Et on sent en fait que ça va mal se passer. Généralement, en fait, ce qui est d'ailleurs très très amusant, c'est ce truc-là.
une équipe de dev qui fait de l'agile, plus exactement de l'agile. Elle arrive à la fin du sprint. Très souvent, enfin pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu, à part des équipes vraiment matures, à la fin d'un sprint, c'est pas sec. Voire on n'a même pas développé la moitié des fonctionnalités, etc. Donc l'équipe va se dire, OK, là on va générer de la dette technique, et qui malheureusement souvent n'est pas de la réelle dette technique, mais plutôt, on va mettre de côté tous les process qualité pour essayer de livrer de la user story. Et ce qui est génial, en fait, ça veut dire qu'on démarre le sprint d'après avec des merdes à résorber. Bon, ce qui est bien, c'est que lors de la rétro de sprint, on a réussi à avoir à peu près un truc qui tenait debout. Mais le problème, c'est que vu qu'on a démarré comme ça le sprint d'après, à la fin du sprint, on n'a pas réussi à tout développer. Et ça, moi, c'est ce que je qualifie en fait de avalanche-driven development. C'est que vous avez en fait une équipe de dev qui est prise dans une spirale où elle n'a jamais le temps de réellement faire correctement du logiciel. Elle est soit en train de corriger de la merde, soit d'en produire. Bon, pour ceux qui ne sont pas en agile, il y a la même chose sans les terminologies agiles. C'est-à-dire, les temps de développement sont trop longs, donc on n'arrive pas à fournir les fonctionnalités, donc on génère de la dette technique pour accélérer, il faut prendre du temps pour résorber la dette, donc les temps de développement deviennent trop longs, et voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'agile, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, c'est juste que l'agile a dit « Hey, je vais vous aider à corriger ça », pas du tout. Voilà. Parce que ça, c'est un symptôme, hein. C'est pas une cause. Et puis surtout, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il arrive ce moment. Il faut prendre le temps de résorber la dette, et là on dit « Vas-y, on n'a plus le temps, pour de vrai, on s'en branle. Il faut que vous livriez. » Donc déjà, généralement, c'est le moment où moi je démissionne, hein, voilà. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on me met dans une position où on m'empêche de faire mon travail. On me met dans une position où, en tant que développeur, je ne peux pas produire un logiciel qui marche. Or, c'est ça, mon boulot. C'est pas de développer un truc buggé qui va cracher entre les mains des utilisateurs. Très rapidement, on a une complexité qui devient débile. Donc là, on rentre dans toutes les problématiques de code legacy avec de la panique, voilà, tout ce qui se passe. Et tout le monde peut aller brûler en enfer. D'où cette grande question, en fait. Dans la majorité des cas, si on n'est pas face à quelque chose qui a été choisi, si ce n'est pas de la dette technique, c'est quoi? Et là, en fait, il faut aller voir du côté des anglo-saxons qui ont trouvé un terme que je trouve assez parlant. Ils ont appelé ça du rotten software, de la pourriture logicielle. Et pour le coup, je trouve ça assez intéressant, en fait, comme terminologie. Parce que c'est une terminologie qui fait peur. Quand vous allez voir, en fait, votre product owner, votre gestionnaire de projet, vous lui dites « on a de la dette technique », il se dit bah, « ça va, ça va ». Quand vous lui dites « notre logiciel, il est en train de pourrir », on sent que ça ne va pas. Des fois, on parle aussi de logiciel toxique. C'est un logiciel où, généralement, les développeurs qu'on met dessus, ils meurent à petit feu. Bon, et sans vouloir être méchant, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qu'on met en TMA sur ce genre de projet qui, en fait, veulent devenir chef de projet pour ne plus jamais faire de dev de leur vie. Et c'est quand même assez triste, quelque part, en fait, qu'on arrive comme ça à faire partir des gens de ce sur quoi ils ont été formés, ce sur quoi ils ont de l'expérience, parce que pour eux, c'est devenu une souffrance, le développement. Et comme je disais avant, tout ça, en fait, malheureusement, c'est des symptômes. Ce n'est pas des causes. Et c'est un vrai problème, parce que ça veut dire, en fait, que dans la très grande majorité des cas, si vous repartez
sur un nouveau projet, si vous changez des éléments de l'outillage, vous allez en fait retomber exactement sur la même chose. Et c'est pour ça qu'on a des projets de refonte, et puis après on a le projet de refonte du projet de refonte, puis après on a le projet de refonte du projet de refonte du projet de refonte, alors que le projet Legacy, lui, il est toujours en ligne, parce qu'il continue de rapporter de l'argent. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir les mêmes putains de symptômes. Et pour ça, il faut vraiment aller chercher du côté des causes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et malheureusement, c'est que très souvent, les causes, elles vont plutôt être cherchées du côté de l'organisation, de la culture et de l'humain. Et ça, pour une boîte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à accepter. Un truc que j'adore, c'est ça. Le nombre de projets où on arrive et on dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez un développeur qui est très très fier et qui vous dit, ouais, mais moi je vais dans l'espace. Le problème, c'est que notre besoin, il était assez simple en fait. Et sincèrement, pour faire 2 km, une navette spatiale, c'est pas très très efficace. Et pourtant, en fait, et le vrai problème, et en fait on le voit assez bien, c'est que quand on transpose en fait ce genre de problématique dans le monde réel, on sent assez rapidement l'absurdité en fait de la situation. Le logiciel est intangible. Donc on peut être en face de ce genre, et vraiment de ce niveau d'absurdité. Moi j'ai vu des projets où c'était même pas une navette spatiale, c'était la navette spatiale, son centre de lancement, tout. Alors qu'il y avait réellement besoin que d'un bicycle en face. Et ça, en fait, c'est cette question d'over-ingénierie. C'est cette question du « ouais, mais au cas où ». Peut-être un jour, on va avoir besoin d'aller dans l'espace. On sait entre nous que ça n'arrivera jamais. Et là, en fait, il y a un petit peu deux cas. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais en gros, il y a ceux qui ne font pas exprès. Ça arrive. Des fois, on se laisse emporter. Voilà. Et puis, il y a ceux qui font des trucs au cas où et qui, en fait, tirent quelque part en fait, une glorification en fait, de cette complexité qu'ils arrivent à construire. Moi, je suis super fort parce que j'arrive à construire des navettes spatiales. Comme on n'avait pas besoin d'une navette spatiale. Je m'en fous, je suis super fort, j'arrive à construire des navettes spatiales. Très souvent, on a ça aussi, plus de X pour résoudre X. C'est-à-dire qu'on a X, vous le remplacez par un process, un outil, un logiciel, ce que vous voulez. Vous avez un problème avec. Et là, on voit un truc qui est vraiment Shadok dans l'idée. C'est qu'on va prendre cet outil, on va en mettre plus pour résoudre le problème qu'apporte cet outil. Et là, vous avez plein de trucs. Genre, vous avez de la gestion de job queue dans Kafka. Donc, dans Kafka, vous vous rendez assez rapidement compte, par exemple, qu'on ne peut pas avoir un commit qui est unitaire par message, mais qui est uniquement sur le pointeur. Donc, vous avez des mecs qui vous créent une deuxième queue pour mettre les messages qui ne sont pas passés, puis une troisième queue pour pouvoir mettre les messages qui sont en erreur. Puis après, ils ont des systèmes pour remettre dans les queues principales. Et à aucun moment, les mecs se disent, en fait, peut-être, il y a des systèmes qui sont faits pour faire des job queues. Et ça permettrait juste d'éviter de se prendre la tête pendant 2 mois à lutter contre l'outil, qui est juste pas fait pour. Et ça, vous le voyez sur plein de trucs. Vous voyez aussi, par exemple, du stream processing, par exemple, avec des bases de données SQL. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement allés dans le délire avec leurs bases de données relationnelles qu'ils ont fini par le transformer en stream engine, quoi. C'est fou. C'est fou dans le bon sens du terme, parce que les mecs, c'est des grands malades, et c'est fou parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est face en fait, à des problématiques de cette ampleur, il faut absolument prendre du recul en fait, et se dire, ok, est-ce que finalement le problème, c'est pas juste l'outil avec lequel j'interagis qui n'est plus du tout adapté à ce que j'essaie de construire? Et c'est là justement en fait, où cette question de la facilité et de la simplicité rentre en ligne de compte. C'est que très souvent, ces gens vont trouver ça plus facile de continuer avec ce qu'ils connaissent.
alors qu'ils sont en train de complexifier massivement en fait, le logiciel. Et ça, notamment, ça vient d'un focus que j'adore. J'adore cette citation qui dit, bon, en gros, à chaque fois que je vois des titres de job, genre React Developer, dans ma tête, je m'imagine des trucs comme un charpentier marteau ou des cuisiniers spécialisés en cuillère. Parce qu'en fait, on n'est pas très très loin. C'est que notre industrie a ce focus de dire un développeur, en fait, il n'a de domaine d'expertise que son outil, son langage, pour certains même. Alors que si on regarde bien, en fait, les fondamentaux sont globalement les mêmes. Les bonnes pratiques sont globalement les mêmes. Et surtout, en fait, si vous avez vos fondamentaux, vous n'avez plus besoin d'apprendre vos nouveaux outils. Vous les comprenez. Parce qu'en fait, il faut bien voir, c'est que la plupart de l'outillage qui sort sur le marché, c'est un outillage qui est du recyclage de vieux trucs. Sincèrement, des nouveautés dans le domaine des computer science, il y en a quelques-unes par an, et encore. Donc à partir du moment où vous avez effectivement ces fondamentaux qui sont là, il y a vraiment plus de grandes problématiques au niveau de l'outillage. Alors oui, effectivement, si jamais on doit passer d'un langage à un autre, il va y avoir quelques semaines pendant lesquelles on va avoir un petit peu de mal. Mais finalement, à partir du moment où vous savez ce que vous cherchez à exprimer dans votre logiciel, à partir du moment où vous connaissez la programmation orientée objet ou la programmation fonctionnelle, vous n'allez pas galérer en tant que tel, en fait. Vous allez juste devoir chercher comment est-ce que j'exprime cette intention dans cette nouvelle syntaxe. Plus quelques éléments liés à l'écosystème, mais qui se traitent eux aussi assez rapidement. Est-ce que vous connaissez d'où vient cette expression faire du cargo culte? C'est une histoire qui est assez marrante. En gros, c'est Seconde Guerre mondiale, il y a des peuples autochtones sur des îles assez isolées dans le Pacifique qui sont mis en contact de manière assez violente avec la société occidentale puisqu'il y a l'armée américaine qui débarque. Et très souvent, en fait, l'armée américaine utilisait ces îles en fait, comme des porte-avions fixes, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient, ils installaient une piste de décollage, d'atterrissage, de quoi réparer les avions, et ils avaient du trafic aérien qui commençait en fait à utiliser cette base pour effectivement la conquête du Pacifique. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est une peuplade indigène de l'époque qui a recréé un avion en bambou. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu en fait les Américains construire ces aéroports, et soudainement, il y avait de la nourriture, des outils qui arrivaient par les airs et qui leur apportaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Et donc on a observé des situations où ces populations ont construit des pistes d'atterrissage, des guérites de mini-tours de contrôle, des avions, pour attirer eux aussi ces dieux du ciel qui a apporté nourriture et outillage. Et le pire là-dedans, c'est que, vu que ça a amusé les Américains, ils ont largué des denrées là-dessus. Ce qui fait que pendant un temps, les mecs se sont vraiment dit « Putain, ça marche !» Et en fait, cette expression, elle a été reprise par Richard Feynman dans une de ses conférences, où, en disant, en fait, dans le domaine scientifique, on voit énormément, en fait, de cargo culting. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les mêmes effets sans connaître les causes, en fait, sans connaître le pourquoi du sous-jacent. Sans se poser de questions. On essaie de répliquer. Et notre industrie, c'est devenu une spécialité là-dedans. Le nombre d'entreprises, de projets, d'équipes que je vois qui sélectionnent des outils, et quand on leur pose la question du pourquoi, c'est parce que Netflix le fait, parce qu'Amazon le fait, parce que Facebook le fait, parce que j'ai lu un article qui disait que c'était bien.
Et la grande problématique, en fait, c'est que vous êtes exactement dans cette situation. Vous essayez, en fait, de construire un aérodrome en pleine jungle sans savoir si vous avez, en fait, des avions qui volent. C'est-à-dire que vous essayez, en fait, de répliquer ce qu'ont fait ces entreprises sur ces projets sans comprendre réellement pourquoi et comment ça avait été réalisé. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de néfaste d'utiliser leurs produits. Ce qui est néfaste, c'est de les utiliser sans se poser cette question. Parce que le problème que vous avez, c'est que vous achetez, en utilisant ces produits, aussi les problématiques, notamment d'exploitation, qui vont avec. Et très souvent, ce genre d'entreprises, elles ont des moyens de débiles mentaux pour maintenir ces projets en état de marche. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose que l'on qualifie en fait d'aliénation par la technique. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence. Le fait que l'on ne sache pas pourquoi c'est apparu. Et c'est vraiment ça, en fait, cette question, c'est quels étaient réellement les problèmes qu'essayait de résoudre cette technologie, ce nouvel outil. Parce que c'est là où vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées et pas juste sélectionner un outil parce qu'il est à la mode et parce qu'on a envie de se faire plaisir. À côté de ça, il y a aussi un autre truc, c'est Brooks, Fred Brooks. Le bouquin date de 1975, ça s'appelle The Mythical Man Months. C'est le bouquin dans lequel il y a cette citation où il dit « 9 femmes ne font pas un bébé en un mois », pour expliquer que 9 développeurs ne vous accélèrent pas votre projet de la même manière, en fait. Là, c'est pas de ça dont il parle. Là, en fait, il parle du syndrome du deuxième système. C'est un syndrome qui est assez intéressant, qui est lié au fait que quand un développeur, une équipe de développement, en fait, est confronté à son premier système d'un certain type, généralement, le ou les développeurs vont faire attention à ce qu'ils font. Ils ne se sentent pas en confiance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'expérience, donc il va y avoir des choses qui ne vont pas être tentées, il va y avoir des décisions qui vont être plutôt conservatrices, on va avancer de manière assez prudente. Le syndrome du deuxième système, en fait, c'est quand cette même équipe doit développer le deuxième système du même type, et là, vous avez toute la frustration accumulée dans le premier qui se déverse soudainement, parce que vous avez des développeurs qui ont la sensation de la connaissance, mais qui en fait n'ont pas l'expérience encore de ces systèmes-là, et donc vous font un truc catastrophique. Et ça, notamment, c'est la raison pour laquelle beaucoup de projets de refonte se vautrent lamentablement, parce que ce sont des deuxièmes systèmes. Et donc c'est les systèmes sur lesquels l'équipe soudainement va se lâcher totalement en se disant « tout ce qu'on n'a pas pu implémenter dans le premier, on le met là-dedans ». Et ce qui est assez amusant, c'est que ça date de 1975. C'était le développement d'un OS chez IBM. Et on sent que depuis, malheureusement, ce réflexe, il n'a pas été perdu. Il y a un autre truc aussi. Ça, c'est presque en fait le parcours du développeur dans sa carrière. Très souvent, quand on est jeune, débutant, on est souvent là-dedans, c'est-à-dire qu'on fait du spécifique technique, c'est-à-dire on réécrit en permanence les mêmes trucs. Pour ceux qui ont eu la chance, on fait du PHP en mettant des requêtes SQL directement dans les templates d'affichage. Voilà, on se sent fort. Puis rapidement, en fait, on se rend compte que c'est un peu chiant. Donc on essaye d'abstraire ça. Et puis surtout, on découvre un truc génial qui sont les frameworks. Et on se dit, putain, c'est incroyable, ça résout tous les problèmes que j'avais, machin. Et donc on rentre là-dedans, et il y en a qui restent bloqués. Le problème de ces frameworks techniques, en fait, c'est qu'ils ne vous apportent aucun avantage concurrentiel, puisqu'en fait, ils font ce que tout le monde sait faire. Donc, c'est très bien pour s'accélérer sur certaines parties du logiciel, puisque ça permet effectivement de ne pas avoir à recoder un serveur HTTP à chaque fois, c'est chiant. De ne pas avoir recodé de l'authentification à chaque fois, c'est chiant.
Le problème, c'est qu'au niveau business, si vous l'utilisez comme base pour une architecture logicielle, eh bien vous allez devoir forcer votre métier à rentrer dans un cadre logiciel qui n'a pas du tout été conçu pour ce métier. Et c'est là où on voit des fois des trucs absolument affreux, où les mecs se sont amusés à faire rentrer de force au chausse-pied du métier dans un framework. Et ce qui fait qu'en fait, on a une conception logicielle qui n'est plus du tout alignée avec le métier que ce logiciel est censé fournir. Et donc, en fait, finalement, les développeurs ne savent plus où sont les choses parce que la manière dont le métier est organisé, la manière dont le code source est organisé n'ont plus rien à voir. Et ça, en fait, c'est le début de la fin. Parce que c'est aussi là où vous allez avoir du couplage qui, au niveau métier, n'existe pas, mais au niveau technique, on va commencer à l'avoir. Vous avez le métier qui disparaît progressivement de l'élément technique. Et ce qui fait que vous arrivez dans ces situations où le métier vous demande un petit changement métier et c'est un big bang au niveau technique. Ça, c'est le symptôme que le désalignement, il est total. Donc là, il y a des boîtes qui se disent, ou des développeurs, etc., qui se disent, bon, ben, dans ce cas-là, on va aller plutôt du côté métier. On va tenter de faire des trucs génériques métier. Généralement, c'est là où vous trouvez des frameworks d'entreprise. Personnellement, j'ai encore jamais eu d'expérience positive avec ce genre de truc. Généralement, de ce que j'ai pu voir, ce sont des merdes dans lesquelles tout le monde a déversé toutes les idées qu'il pouvait avoir à un instant T, et ça vous donne une dépendance de 40 gigas que tous les projets se traînent, et où tout le monde s'amuse à réimplémenter par-dessus ce que faisait déjà le framework métier pour pouvoir en fait réellement avoir le métier qui est nécessaire. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que ça vous crée un couplage sur tous les logiciels. Donc c'est un machin en plus qu'on ne peut plus faire évoluer au bout de 6 mois. Parce que dès que vous voulez y toucher, vous avez toutes les autres équipes qui vous disent « Non, non, arrêtez, tu vas péter mon build ». Donc ça, si on pouvait les faire mourir, ce serait assez sympa. Et en fait, la case qui reste, quand on y réfléchit, elle est assez évidente. On a un métier à résoudre, ben autant créer du logiciel pour résoudre ce métier spécifiquement. Et en fait, c'est ce qui est sous-tendu par ce qu'on appelle le domain-driven design, en fait, c'est de dire on va en fait essayer de piloter l'architecture du logiciel par le métier que ce logiciel est censé représenter. Et dit comme ça paraît pas fou, hein, parce que c'est pas fou. C'est juste de dire, en fait, on change de perspective quand on décide de l'architecture du logiciel. Parce qu'en fait, un des symptômes que l'on a sur cette accroche à la technique, c'est ça. C'est on fait passer les besoins de la base de données avant ceux des utilisateurs, ceux qui nous donnent des expériences assez pourries. Ça, c'est quelqu'un qui vient de l'UX, qui fait ce diagnostic, et c'est très vrai. Le nombre de cas où quelqu'un du produit ne peut pas avoir une fonctionnalité qui pourtant apporterait une valeur conséquente au projet, parce que ce n'est pas possible. Parce que la base de données ne le supporterait pas. Mais c'est la pire excuse en réalité que l'on peut donner. Mais c'est la pire des excuses. Moi, j'ai envie de mettre des baffes à tout le monde quand j'entends ça. Là, ce que ça sous-entend, c'est que moi, développeur, je n'ai pas du tout fait mon travail. Je n'ai pas essayé d'implémenter ton problème métier. J'ai pris ma boîte à outils technique et j'ai essayé de faire du badaboum avec, jusqu'à ce que tu sois à peu près content. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on arrive à une situation où le métier s'étant habitué à avoir des process qui en fait sont contraints par la technique, on se met à avoir du métier qui ne fait plus vraiment son métier, mais qui a des process complètement niqués,
Parce qu'en fait, ces process se sont alignés sur la non-capacité du logiciel à représenter son métier réel. La question après qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on se fait autant niquer par des boîtes au niveau logiciel qui arrivent effectivement à massacrer un marché extrêmement rapidement. Et bien parce que tout simplement, quand elles s'intéressent à un marché, elles s'intéressent au métier de ce marché et elles développent des solutions logicielles très spécifiques pour ce marché. Et ce qui fait que quand ce marché change, évolue, elles sont capables de suivre cette évolution extrêmement rapidement. C'était ce qui était promis par l'Agile. Le problème, c'est que l'Agile n'a jamais parlé de gestion de projet. L'Agile, c'était des pratiques techniques et comment est-ce qu'on aligne la définition produit et les développeurs. Là-dedans, il n'y a jamais eu de gestion de projet. Parce que justement, l'objectif était de dire, on a maintenant la possibilité de créer des logiciels qui ont une architecture qui peut évoluer avec le métier que le logiciel est censé implémenter. Je crois que c'était déjà hier dans la keynote. J'aime bien le rappeler, code is law. Alors en fait, quand on dit code is law, ça peut paraître un petit peu abstrait comme idée. Moi, je vais juste vous donner deux anecdotes. La première, c'est je me suis occupé, il y a quelques années, de développer un logiciel qui permettait de faire de l'attribution de logements sociaux dans une grande métropole, que je n'ai pas le droit de citer. Et donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, c'est la gestion du parc HLM. Hein. Donc, les gens posent des demandes, des dossiers, qui sont revus, et il y a une commission qui décide ou non, effectivement, d'attribuer le logement. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une classification des dossiers qui est faite en fonction de plusieurs critères et qui permet effectivement de déterminer normalement quel est l'individu ou le foyer qui a le plus besoin de ce logement. Donc, jusque-là, on se dit ça va. Et puis, on m'a demandé d'implémenter une fonctionnalité qui s'appelait intervention d'un élu. C'est un bouton, vous ouvrez un dossier, vous appuyez sur ce bouton, et le dossier devient numéro 1 dans toutes les piles où il est mis. Voilà, fonctionnalité intervention d'un élu. Là, on se rend bien compte que ce n'est pas légal, mais c'est possible. Et je l'ai rendu possible, le logiciel l'a rendu possible. Et en fait, c'est ça ce que ça veut dire code is law. Ça veut dire en fait que les capacités du logiciel deviennent finalement la loi, ce qu'il est possible de faire. Parce que la loi, on peut la voir effectivement comme l'ensemble des contraintes qui s'appliquent sur une société, ou plus exactement aussi l'ensemble des libertés. Et bien là, c'est la même chose. Au sein d'un logiciel, vous allez mettre plus ou moins de contraintes et ou de libertés. Il y a un autre cas que j'aime beaucoup, même si je pense qu'il n'a pas du tout amusé les gens à l'époque. Lorsque l'on est au RSA, le RSA qui est perçu par mois est fonction du nombre de jours travaillés. Donc si vous avez travaillé la moitié des jours dans un mois, vous n'avez que la moitié de votre RSA. Si vous avez travaillé l'ensemble du mois, vous n'avez pas de RSA puisque vous êtes censé avoir une activité rémunérée à côté. Jusque-là, pas de problématique. Maintenant, vous êtes le développeur qui est chargé d'implémenter cette fonctionnalité. Comment vous vérifiez que quelqu'un a bossé un mois complet? Et bien en fait, le mec s'est dit, je vais regarder si le dernier jour du mois a été travaillé ou non. Donc si vous bossiez qu'un jour, mais que c'était le mauvais jour, vous n'aviez pas de RSA. Et démarrer une procédure de contentieux avec la CAF, c'est pas simple. Or, pour la CAF, vous n'aviez pas droit à votre RSA.
puisque vous aviez travaillé tout le mois. Là, encore une fois, en fait, on est dans ce cas, code is law. Le logiciel, en fait, est devenu ce qui était possible ou pas pour les citoyens. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Ça, c'est un rappel que j'aime faire et qui, en fait, est un rappel qui un petit peu résonne avec le reste, puisque ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que beaucoup des problèmes que j'ai pu citer avant viennent de cette idée que le développeur va inventer la solution plutôt que chercher à la découvrir. C'est-à-dire que le développeur va anticiper les besoins ou va lui-même décider qu'il connaît le métier et donc il peut inventer la solution, ou qu'il connaît les besoins pour une librairie et donc il va se mettre à faire des trucs génériques en inventant les cas d'usage futurs. Et s'il y a bien un truc à retenir, en fait, c'est qu'en tant que développeur, on est nul, mais nul en divination. Mais genre nul. Donc ce qui est très très important, c'est de toujours prendre le temps de découvrir tout ça. Découvrir la généricité. Si vous voyez le même truc qui fait la même chose avec les mêmes intentions à 3 endroits, vous venez de découvrir quelque chose qui peut être générique. Si jamais c'est la 4e fois que vous redéveloppez un serveur HTTP, vous êtes capable de découvrir quels sont les besoins que pourrait avoir un logiciel qui a besoin effectivement d'un serveur HTTP. Dans votre métier, pareil, vous devez aller découvrir ce que l'on vous a demandé d'implémenter. Si jamais vous ne comprenez pas le métier que vous êtes censé implémenter, ça ne sert à rien de démarrer le développement. Et là, vous avez plein de pratiques, que ce soit l'example mapping, l'event storming, etc., pour aller chercher et découvrir ce métier. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est très très important, c'est arrêter d'essayer d'imaginer à l'avance en fait la meilleure solution. Parce que c'est ce que je vois très souvent. Et des développeurs qui vont se poser des questions en plus pendant des jours et des jours en se disant putain mais comment est-ce que je pourrais faire? Mais faites-le. Faites-le et découvrez la solution. Bon, on va parler un tout petit peu de code legacy. Moi j'aime bien cette définition. C'est un code qui fait trop peur pour être supprimé et qui rapporte trop d'argent. Non, qui fait trop peur pour être mis à jour et qui rapporte trop d'argent pour être supprimé. Malheureusement, voilà, ça rejoint ce que je vous disais avant, en fait, c'est que la capacité d'un code parce qu'en fait, très souvent, ce que l'on se rend compte, en fait, c'est que le code, il a envie de mourir, tout le projet a envie de mourir, les développeurs qui sont dessus aussi. Et en fait, le truc rapporte tellement d'argent qu'on continue comme ça de vomir de la ressource humaine, parce que généralement c'est à ce niveau-là qu'on en est arrivé, pour le maintenir en vie. Et par exemple là-dedans, moi j'ai pu bosser sur des systèmes de calcul des risques dans le bancaire, mais où ça rapporte des sommes débiles. Plus personne ne comprend ce que ça fait. Donc les mecs, ils sont prêts à claquer 10 millions annuels juste pour avoir un machin qui continue à tourner. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on voit ça, c'est de se rappeler la définition de software. C'est que ça a été créé à une époque en opposition au hardware. Et le soft, dans software, était censé avoir le sens de facile à modifier, facile à changer, par rapport à un hardware où on devait effectivement, potentiellement, reconstruire tout le circuit avant de pouvoir faire évoluer le système. Et ce qui est assez embêtant, c'est qu'on est arrivé à une situation où on a l'impression que dans certains cas, il est plus facile de mettre à jour le hardware que le software, en fait.
Et c'est quand même assez particulier. Alors, malheureusement, je pourrais faire une conf entière sur cette question, et je pourrais faire une conf entière qui ne vous apporterait strictement rien sur cette question, parce qu'en fait, c'est très très souvent lié au contexte dans lequel vous êtes. Le contexte organisationnel, le contexte humain, le contexte en termes de pratique. Donc il y a des stratégies. Si ça vous intéresse d'en discuter rapidement, moi je traînerai après mes confs encore quelques heures par là-bas. Donc si vous avez des questions. Il y a juste quand même un point que j'ai envie de mettre en avant, et ça se trouve en fait dans l'introduction d'un bouquin qui s'appelle justement Refactoring, qui a été écrit par Fowler. Et en fait, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il a été capable de designer des systèmes plus simples à partir du moment où il n'a plus eu peur de pouvoir aller changer le code source déjà écrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations que j'ai décrites qui sont liées au fait que le développeur, en fait, a peur, même pas forcément consciemment, de revenir sur quelque chose qu'il aurait déjà écrit. Et donc, il va essayer de faire des choses au cas où. Il va essayer de prévoir, il va essayer de deviner comment le code source pourrait être utilisé dans le futur pour ne pas avoir à revenir dessus. Et ce faisant, il complexifie massivement le code source qui est réclamé. C'est-à-dire qu'au lieu de juste sortir le besoin, il fait le besoin plus tout ce qu'il a imaginé que pourrait devenir ce besoin. Et ce que dit Fowler, et que je trouve extrêmement vrai, c'est qu'à partir du moment où cette peur disparaît, on se dit, ça y est, je peux écrire un truc simple qui marche maintenant, je sais que ce n'est pas le machin optimal, je sais que ça ne correspond peut-être pas à la solution qui sera à terme nécessaire, mais je peux m'arrêter là parce que je n'ai pas peur de revenir dans le code. Et ça passe notamment par du TDD, c'est-à-dire d'avoir des développeurs qui commencent par écrire des tests, qui ensuite écrivent le code qui fait passer ces tests, et ce qui fait que vous avez gratuitement un harnais de sécurité absolue pour pouvoir aller retravailler votre code source. Pour finir, attention, la pourriture, ça se propage. Si vous avez un logiciel legacy, un logiciel tout neuf à côté, vous avez de bonnes chances que le legacy arrive dans le tout neuf et le détruise. Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle des anti-corruption layers qui consistent à mettre des barrières extrêmement fortes entre les systèmes legacy et les nouveaux systèmes. J'en parlerai après, justement, parce que ça fait partie des choses qui sont nécessaires quand on fait du microservice. Dans tous les cas, ça s'appelle anti-corruption layer. Vous cherchez, vous trouvez. Je terminerai là-dessus. C'est une citation que j'aime beaucoup de Ed Yong qui dit simplement en fait on a besoin de plus de chefs et de moins d'utilisateurs en fait de livres de recettes dans notre industrie, et c'est assez vrai. Il faut que l'on dépasse ce statut de personnes qui suivent un livre de recettes pour devenir des gens qui sont en capacité effectivement de leur pratique et qui savent écrire du logiciel qui effectivement répond à un besoin spécifique. Moi je m'arrête là, merci beaucoup et très bon après-midi. Audible possible, merci. Je vous retrouve dans un quart d'heure, alors ici. Je crois... Non oui, je voulais te demander, le seul slide qui m'a un peu interrogé, tu veux pas qu'on pousse à réinventer la roue plutôt qu'à ne pas utiliser de framework? Alors, non. Mais par contre, je vais faire une énorme distinction, c'est que un framework, il utilise votre code source, alors qu'une librairie, c'est vous qui l'utilisez. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est qu'à partir du moment où on est avec un framework en fait va contraindre l'organisation du code source, va contraindre, et ça va jusqu'à des niveaux de détail très bêtes, mais ça va contraindre le modèle de threading, par exemple, qui est possible par l'application.
Or, il y a des cas où le modèle de threading que m'apporte Spring MVC est une véritable merde. Voilà. Contrairement effectivement à une approche où on va utiliser des librairies pour répondre effectivement à la problématique technique que l'on a, et surtout, ne réinventez pas la roue, parce qu'on finit toujours par avec des roues carrées. Mais effectivement, inverser en fait cette relation de dépendance que l'on peut avoir avec ces outils. Et ça peut pousser, est-ce que ce que tu dis, c'est pas aussi pousser à utiliser plutôt des micro-frameworks plutôt que des frameworks Un micro-framework, généralement, effectivement, c'est une librairie à HTTP, en fait. Voilà. Ils ont juste trouvé ça marketingement plus intéressant de l'appeler comme ça. Oui, ça va dans ce sens-là, généralement. C'est vraiment inverser cette relation à l'outil. C'est que, en fait, la vraie interrogation qu'il faut avoir, c'est pas « j'ai ma boîte à outils technique, comment est-ce que je vais réussir à rentrer mon métier dedans ?» Mais c'est vraiment de dire « ok, j'ai mon métier, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à outils technique que je peux venir pour supporter le métier que je dois implémenter ?» Voilà, c'est vraiment cette inversion, en fait, en termes de relation avec son outillage. Une dernière question? Bon. Écoutez, on va conclure pour cette intervention. Donc, sachant que vous retrouverez Arnaud en amphi voilà. À 15h. Moi, je suis là dans un quart d'heure pour parler de microservices, de monolithes et de tout ce qui va autour. Donc là, il y a une pause jusqu'à 15h.